Ma femme m'a trompé avec mon frère, et mon père m'a dit, tu réagis de façon excessive. Ce n'est pas si grave. Ensuite, il l'a emmené en vacances. Alors, j'ai annulé les virements de retraite, que je gérais pour lui. Et il a fini par prendre sa retraite, dans la pauvreté. Je m'appelle Derek, je suis un homme de 38 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir une vie plutôt solide. Un bon travail en tant que conseiller financier principal, dans une grande société d'investissement à Charlotte. Une belle maison en banlieue, avec un garage pour 3 voitures. Marié depuis 12 ans à mon amour de jeunesse, Emma, une femme de 36 ans. Nous avions la vie idéale, du moins je le croyais. Le genre de vie, que les gens publient sur les réseaux sociaux, pour rendre leurs amis jaloux. Mon frère cadet, Quin, qui a 35 ans, a toujours été l'enfant chéri de la famille. Charmant, séduisant, il n'a jamais eu besoin de faire beaucoup d'efforts, car tout lui tombait tout cuit dans le bec. Il est représentant de commerce en pharmacie, ce qui signifie concrètement inviter des médecins à des déjeuners onéreux, jouer souvent au golf, et gagner un salaire correct pour un travail minime. Il conduit une BMW en location, qu'il peut à peine se permettre, et vit dans un appartement tapa accent Graveleuil, en plein centre-ville. Tout dans le paraître, rien dans le fond. Le genre de type, qui porte des montres de luxe, mais qui a des dettes de cartes de crédit, à vous donner le vertige. En grandissant, Quin ne pouvait rien faire de mal, aux yeux de mes parents. J'étais celui qui était responsable. De bonnes notes, des bourses d'études. J'ai payé mes études universitaires, en travaillant dans un magasin d'articles de sport, tout en validant 18 crédits par semestre. Quin a obtenu son diplôme de justesse, il a passé son temps à faire la fête à l'université d'État, aux frais de papa et maman. Il a échoué 2 fois en chimie organique, et, d'une manière ou d'une autre, il est quand même resté le favori. La dynamique classique, de la famille de la classe moyenne, où le bon à rien monopolise l'attention, tandis que celui qui réussit est considéré comme acquis. Je me souviens encore d'une fois, au lycée, où j'ai remporté un championnat de débat au niveau de l'État. Je m'étais tué à la tâche, pendant des mois, pour m'y préparer. Je suis rentré à la maison avec le trophée, et maman a à peine levé les yeux, de la dissertation universitaire de Quin, qu'elle l'aidait à rédiger. C'est bien, mon chéri, a-t-elle dit, avant de recommencer immédiatement, à expliquer à Quin pourquoi sa moyenne de octobre 2020 pourrait poser problème pour les admissions. Quin a quand même été accepté à l'université d'État, parce qu'un vieil ami d'université de papa travaillait au service des admissions. Le mérite ne comptait pas, quand on avait des relations. Mes parents, Richard et Suzanne, forment le couple typique de baby boomers. Ils croient que la loyauté familiale consiste à encourager les mauvais comportements et à cacher les problèmes sous le tapis. Papa a travaillé pendant 40 ans, dans la vente d'assurance. Le genre d'homme, qui pourrait vendre de la glace à des Esquimaux, mais qui était incapable de voir, quand son propre fils profitait de lui. Maman était agent immobilier à temps partiel. En gros, elle se contentait de garder sa licence active, et vendait peut-être 2 maisons par an, à des amis de l'église. Ils ont une vie confortable. Une belle maison, achetée dans les années 80 pour 89 000 $, qui vaut aujourd'hui près de 600 000 $. Quelques économies, et papa qui s'apprête à prendre sa retraite, avec ce qu'il pense être un beau coussin financier. C'est ici, que les choses deviennent importantes. Il y a environ 8 ans, papa a mis en place une stratégie de retraite complète. Il était paranoïaque concernant les impôts, et la volatilité des marchés, après avoir vu son propre père perdre la moitié de ses économies, en 2008. Il a donc ouvert plusieurs comptes. Le plan 401K de son entreprise, un compte épargne retraite traditionnel, IRA, un Roth IRA, et quelques comptes de courtage imposables, pour plus de flexibilité. C'était, en fait, une décision intelligente. La diversification, c'est la base de la finance. Mais voici le piège. Papa est technologiquement incompétent. Cet homme fait encore des chèques pour tout, et il pense que les services bancaires en ligne sont le moyen qu'utilisent les pirates informatiques pour voler votre identité. Alors, il m'a nommé administrateur de tous ses comptes. Je m'occupais de tous les transferts, des rééquilibrages, et de l'optimisation fiscale des moins-values. En gros, je gérais l'intégralité de son portefeuille de retraite. Il me faisait une confiance absolue, car je suis le professionnel de la finance de la famille. Celui qui possède les licences de courtage série 7 et 66, et celui qui comprend vraiment
la différence entre l'investissement de croissance et l'investissement de valeur. J'ai pris cette responsabilité très au sérieux. J'ai géré ses comptes comme si c'était les miens. Je lui ai obtenu de solides rendements, avec une moyenne de 8,7% sur 8 ans. Je l'ai protégé, lors du krach de 2020, en adoptant des positions défensives, dès le mois de février. J'ai mis en place des virements mensuels automatiques, pour optimiser sa situation fiscale. Nous parlons d'environ 1,2 million de dollars au total, répartis sur tous les comptes. Pas mal pour un type qui a vendu des polices d'assurance toute sa vie, et qui n'a jamais gagné plus de 95 000 $, lors de sa meilleure année. Emma et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université, lors de la fête d'un ami commun. Pour mes parents, elle était la belle-fille parfaite. Pour mes amis, elle était l'épouse cool, qui s'entendait avec tout le monde. Je pensais que cette adaptabilité était une force. Il s'est avéré que c'était simplement la preuve qu'elle n'avait pas de personnalité propre. Après notre mariage, Emma a eu du mal à trouver ses marques, sur le plan professionnel. Elle trouvait un emploi, l'adorait pendant 6 mois, puis commençait à se plaindre des jeux de pouvoir au bureau. Elle se sentait sous-évaluée, ou trouvait son patron difficile. Il y a environ 3 ans, elle a décidé de se mettre à son compte. Ce qui signifiait, concrètement, travailler depuis la maison en pantalon de yoga, et avoir beaucoup de temps libre. Je l'ai soutenue, car je voulais qu'elle soit heureuse, et mes revenus étaient plus que suffisants pour subvenir à nos besoins. Je gagnais environ 180 000 $ par an, avec les primes. Ainsi, les 20 000 ou 30 000 $ qu'elle rapportait avec son travail indépendant, n'étaient qu'un supplément. Pendant ce temps, Quint enchaînait les relations ratées. Chaque petite amie était la bonne, jusqu'à ce qu'elle finisse, inévitablement, par se lasser de son syndrome de Peter Pan, et le quitte. Il venait pleurer auprès de la famille, en disant qu'elle ne le comprenait pas, ou qu'elle n'appréciait pas son esprit d'entreprise. Il parlait toujours de projets de création de société, qui ne se concrétisaient jamais. Et maman le chouchoutait, tandis que papa le prenait à part, pour des discussions d'homme à homme, sur la complexité des femmes. Il n'est jamais venu à l'esprit de personne, que Quint était peut-être le problème. Qu'un homme de 35 ans, qui demandait encore de l'argent à ses parents, n'était pas exactement le candidat idéal pour le mariage. Il y a environ 1 an, Emma a commencé à passer plus de temps, avec ma famille. Les dîners du dimanche, sont devenus une habitude. Elle aidait maman dans le jardin, allait faire les boutiques avec elle, et a même créé un club de lecture, avec certaines de ses amies. Je trouvais que c'était une bonne chose. Ma femme se rapprochait de ma famille, et tissait des liens. Erreur classique. Je travaillais 60 heures par semaine, je voyageais pour des réunions avec des clients, je construisais ma carrière. Je pensais que c'était bien, qu'elle ait quelque chose à faire, et des personnes avec qui échanger, pendant que j'étais occupé. Quint a également commencé à se présenter plus souvent à ses réunions de famille. Il disait qu'il essayait d'être plus présent, de mûrir, et peut-être même de se poser. Papa a tout gobé, fier que son fils cadet se comporte enfin, comme un adulte. Ils passaient tous du temps ensemble, Emma, Quint et mes parents. Pendant que je travaillais tard, pour essayer de conclure des accords, et de gérer les portefeuilles de clients, qui, eux, appréciaient mon expertise. Je ne me doutais de rien. Pourquoi l'aurais-je fait? Emma était ma femme. Quint était mon frère. C'étaient les personnes, en qui j'avais le plus confiance au monde. L'idée qu'ils puissent me trahir, était tellement absurde, qu'elle ne m'a jamais traversé l'esprit. J'étais celui qui était paranoïaque, face à la volatilité des marchés, et aux risques géopolitiques. Mais, apparemment, j'étais complètement aveugle, face aux risques présents sous mon propre toit. C'était un mardi de mars. Je m'en souviens, car j'avais une présentation importante pour un client, le mercredi, et je m'y préparais depuis des semaines. Un gestionnaire de fonds spéculatifs, avec une valeur nette d'environ 50 millions de $, qui envisageait de transférer son portefeuille dans notre cabinet. J'ai quitté le travail tôt, vers 15 heures, pour récupérer des documents que j'avais oubliés à la maison. Une analyse détaillée de ses investissements actuels, et mes recommandations, pour les restructurer. Je me suis garé dans l'allée, et j'ai vu la BMW de Quint, garée dans la rue. Bizarre, mais pas immédiatement alarmant. Peut-être qu'il déposait quelque chose, pour Emma. Peut-être qu'il préparait une surprise, pour l'anniversaire de quelqu'un. Sa voiture était reconnaissable entre toutes. Un rouge pomme d'amour, des vitres teintées,
et des jantes chromées, qu'il avait ajoutées, même s'il s'agissait d'une location. Le genre de voiture, qui hurlait, j'en fais trop. Je suis entré par le garage, sans faire de bruit, car j'étais en communication professionnelle, avec mon oreillette Bluetooth. C'est probablement la raison, pour laquelle ils ne m'ont pas entendu. J'étais à mi-chemin dans l'escalier, avant de l'entendre. Le rire d'Emma. Pas n'importe quel rire, mais ce rire bien spécifique, qu'elle avait au début de notre relation. Celui que je n'avais pas entendu, depuis des années. Le rire sincère. Pas le rire poli, qu'elle utilisait avec mes clients, lors des dîners d'entreprise. Ensuite, la voix de Quint. On devrait le lui dire bientôt. Agir en cachette me tue. Je sais, a répondu Emma. Mais il faut trouver le bon moment. Il a été tellement stressé par le travail, dernièrement. Mon cerveau a court-circuité. Je me suis littéralement figé à mi-chemin, un pied encore en l'air. J'étais là, immobile dans mes propres escaliers, à écouter ma femme et mon frère, parler de moi, comme si j'étais un obstacle sur leur chemin. Un problème à gérer. On devrait peut-être, juste le faire, a dit Quint. Faire ce voyage dont on a parlé, revenir, et gérer les conséquences ensuite. Tes parents deviendraient fous, a répondu Emma. Ils s'en remettront. Ils le font toujours. Je suis entré dans le salon. Ils étaient assis sur le canapé, ils ne faisaient rien de physique, mais ils étaient trop proches. La main d'Emma était posée sur le genou de Quint, son pouce décrivant de petits cercles. Ils se sont écartés brusquement, comme des adolescents surpris en train de fumer. Le visage d'Emma est devenu livide, celui de Quint est devenu rouge. Les 10 minutes suivantes sont floues. Je me souviens avoir crié, en leur demandant depuis combien de temps cela durait. Ma voix devenait plus forte, à chaque question. Emma pleurait, le mascara coulant sur son visage, en disant que ce n'était pas ce que je croyais. Même si je venais, littéralement, de les entendre planifier un voyage ensemble. Quint a sorti son numéro de charme habituel, en essayant de tout minimiser. Ce sourire qu'il utilise, quand il essaie de se sortir d'un mauvais pas, par la parole. Frérot, allez. On discute, c'est tout. Tu deviens paranoïaque. Discuter de quoi? De faire un voyage ensemble? De me dire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez à me dire, bon sang, Quint? C'est à ce moment-là, qu'Emma s'est effondrée. Elle a commencé à sangloter, en disant qu'elle avait développé des sentiments pour Quint, au cours des 6 derniers mois. Qu'ils s'étaient rapprochés, lors des dîners de famille. Qu'elle était perdue, quant à ce qu'elle voulait. Que je travaillais trop, qu'elle se sentait seule, et que Quint était là, et la comprenait. Le scénario classique des infidèles, comme si elle l'avait téléchargé, sur un site web expliquant comment justifier une trahison. Quint a eu l'audace, de passer son bras autour de ses épaules. Il l'a, littéralement, attiré contre lui, alors que je me tenais juste là. Écoute, personne n'a planifié ça. C'est juste arrivé. Ce sont des choses qui arrivent, mec. On ne peut pas contrôler ses sentiments. Je leur ai dit, à tous les deux, de sortir. Emma a rétorqué, que c'était aussi sa maison. Que je ne pouvais pas, simplement, la mettre à la porte. Légalement, elle avait raison, ce qui m'a rendu encore plus furieux. La maison était à nos deux noms. Une propriété partagée à 50-50e. Quint est parti, non sans me lancer un regard, comme si j'étais celui qui manquait de rationalité. Emma est restée. Elle s'est installée dans la chambre d'amis, et s'est comportée, comme si elle était la victime dans toute cette histoire. Elle a commencé à dire, que nous nous étions éloignés, et qu'elle avait besoin d'espace, pour faire le point. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et malgré tout, ils restaient mes parents. Sûrement, ils seraient aussi horrifiés que moi. Sûrement, ils verraient à quel point, cette situation était malsaine. Papa a répondu, à la 3e sonnerie. Salut fiston, quoi de neuf? Je lui ai tout raconté. Que j'avais trouvé Quint et Emma, ensemble. La conversation que j'avais surprise, sur leur projet de voyage. Emma avouant, qu'elle avait des sentiments pour Quint. Je parlais vite, les mots se bousculaient dans ma bouche, et ma voix tremblait. Il y a eu un long silence, à l'autre bout du fil. Es-tu sûr, de ne pas réagir de façon excessive? Une réaction excessive, papa?
Ma femme vient d'avouer qu'elle a des sentiments pour mon frère. Eh bien, les as-tu vraiment vus faire quelque chose? Je veux dire, vraiment faire quelque chose. Ils planifiaient un voyage ensemble, il parlait de m'annoncer quelque chose. Sa main était posée sur son genou. Il préparait peut-être une surprise pour toi. As-tu pensé à ça? Peut-être qu'ils organisaient quelque chose, pour ton anniversaire, ou pour votre anniversaire de mariage. Mon anniversaire était en octobre. Notre anniversaire de mariage était dans 4 mois. Classique, venant de papa. Chercher n'importe quelle explication, qui ne donnerait pas le mauvais rôle à Quint. Papa. Emma l'a avoué. Elle m'a regardé dans les yeux, et elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour lui. Il n'y a pas de malentendu ici. Parfois, les femmes sont confuses, fiston. Emma a été soumise à beaucoup de stress, car son activité d'indépendante n'a pas marché, et elle ne ramène pas beaucoup d'argent. Elle a peut-être juste besoin de prendre un peu de distance avec toi, pour faire le point. De la distance avec moi? Ma femme développe des sentiments pour mon frère, et c'est de moi qu'elle a besoin de s'éloigner. Maman a pris le téléphone. Je pouvais entendre sa respiration. Ce rythme si particulier, qu'elle adopte, lorsqu'elle essaie de trouver les mots justes. Mon chéri, ton père a raison. Emma a toujours eu tendance à en faire un drame. Tu sais comment elle est. Vous avez peut-être juste besoin d'une thérapie de couple. Cela pourrait être un électrochoc pour votre mariage. Maman, cela implique Quint aussi. Il était assis là, avec son bras autour d'elle. Ils parlaient de faire un voyage, tous les deux. Quint a toujours été affectueux. Il est comme ça, c'est tout. Mon chéri, tu connais ton frère. Il est chaleureux. Il est amical. Tu interprètes mal les choses. Tu as toujours été un peu jaloux, de la facilité qu'a Quint à tisser des liens avec les gens. C'est là que j'ai tout compris. Ils allaient protéger Quint, quoi qu'il arrive. Comme toujours, l'enfant prodige ne pouvait rien faire de mal, et c'était moi le problème, parce que j'étais contrarié. C'était moi qui avais un problème, moi qui devais changer. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix devenant étrangement calme. Ma femme avoue qu'elle a des sentiments pour mon frère. Ils prévoient des voyages ensemble, et c'est moi qui dois lui laisser de l'espace, et me calmer. Nous disons juste. Papa a commencé à utiliser sa voix de vendeur d'assurance, celle qu'il prenait, quand il essayait de conclure avec un client difficile. Point que parfois, les mariages traversent des zones de turbulence. Emma est une gentille fille. Quint est ton frère. Vous êtes tous des adultes. Tout le monde a peut-être juste besoin de souffler un coup, et de réfléchir, avant de prendre des décisions impulsives. Tu ne veux pas détruire ton mariage. Pour un malentendu. Un malentendu. C'est comme ça que nous appelions maintenant une liaison émotionnelle. J'ai raccroché. Je suis resté assis là, dans ma maison vide. Emma était toujours dans la chambre d'amis, mais elle aurait tout aussi bien pu être sur une autre planète. Et j'ai réalisé que j'étais complètement seul dans cette épreuve. Ma femme était amoureuse de mon frère. Mon frère draguait ma femme. Mes parents trouvaient que je réagissais de façon excessive. Le lendemain, Quint a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal que j'ai dû écouter au moins 20 fois. Salut, frérot. J'ai parlé à papa. Il m'a aidé à voir la situation de ton point de vue. Je pense qu'on a juste besoin de discuter de tout ça comme des adultes. Prendre une pizza, boire une bière, et crever l'abcès. Sans rancune, d'accord? Tu sais que je t'aime. Mec. Tu es mon frère. Rien n'est plus important que ça. Sans rancune. Mon frère s'attaquait à ma femme, et j'étais censé ne lui en tenir aucune rigueur. Comme s'il avait emprunté ma tondeuse à gazon, sans me demander la permission, au lieu de planifier un avenir, avec ma partenaire. Emma a commencé à sortir plus souvent. Elle disait avoir besoin d'espace, pour réfléchir, et analyser ses sentiments. Je rentrais à la maison, et elle n'était pas là. Puis, elle réapparaissait à minuit, sentant le vin et une eau de Cologne hors de prix. L'eau de Cologne de Quint. Je le savais, car je l'avais assez côtoyée pour la reconnaître. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que j'étais contrôlant et paranoïaque.
Que je la repoussais, avec ma jalousie. Derek, c'est exactement pour ça, que j'ai besoin d'espace. Tu m'étouffes avec ta jalousie, et ton insécurité. C'est un comportement toxique. De la manipulation psychologique de base. Tiré tout droit, du manuel de l'infidèle. Faire croire à la personne trahie qu'elle est folle, parce qu'elle a des réactions normales, face à des situations anormales. 2 semaines après que tout a explosé, j'ai reçu un appel de maman. Un jeudi soir, j'étais assis dans mon bureau, à la maison. J'essayais de me concentrer sur mon travail, en prétendant que ma vie n'était pas en train de s'effondrer. Mon chéri, nous voulions t'informer, que nous prévoyons un voyage de famille à Maui, dans 3 semaines. Ton père prend bientôt sa retraite, et nous voulions faire quelque chose de spécial, pour fêter ça. D'accord, ai-je répondu, en attendant que le couperet ne tombe. Avec maman, il y avait toujours un couperet. Nous avons déjà tout réservé. 2 appartements avec vue sur l'océan, au Grand Wailea. Des réservations au Laena, une croisière privée au coucher du soleil. Ça va être merveilleux. Ton père voulait faire ça, depuis des années. Ça a l'air super. Quand partons-nous? J'étais déjà en train de calculer mentalement, si je pouvais obtenir des jours de congé. Je me demandais, si ce serait l'occasion, de remettre les choses à plat. Une pause. Une très longue pause. Eh bien, c'est là le problème, mon chéri. Nous pensons qu'il serait préférable, que tu ne viennes pas cette fois-ci. Pardon? Emma a besoin d'espace, pour démêler ses sentiments. Nous l'avons invitée à venir avec nous, avec Quint, ton père et moi. Juste pour lui offrir une pause, face au stress du mariage. Elle a été tellement submergée, ces derniers temps. J'ai vraiment ri, mais c'était un rire bruyant. Vous emmenez ma femme, en vacances en famille sans moi, avec Quint, le frère pour qui elle a avoué avoir des sentiments. Ce n'est pas comme ça, Derek. Nous serons là, nous aussi. C'est tout à fait innocent. Emma a besoin de soutien en ce moment, et franchement, tu n'as pas été très compréhensif, face à son processus émotionnel. Elle se débat avec des sentiments, et des décisions importantes. Et elle a besoin d'un espace sûr, pour y voir plus clair. Son processus émotionnel, qui consiste à tomber amoureuse de mon frère. Maman, est-ce que tu entends, à quel point c'est insensé? Tu facilites les choses, pour que ma femme passe du temps, avec l'homme avec qui elle a une liaison émotionnelle. Ce qui est insensé, c'est que tu essaies de contrôler, avec qui ta femme passe du temps. C'est une femme adulte, Derek. Si elle veut participer à un voyage en famille, pour régler certaines choses, c'est sa décision. Nous n'allons pas l'exclure, simplement parce que tu te montres difficile. À ce sujet. Et Quint sera là, par pur hasard. Quint fait partie de la famille. Bien sûr, qu'il vient. Derek, je pense vraiment, que tu dois travailler sur tes problèmes de jalousie. Ce n'est pas sain. Tu devrais peut-être consulter un thérapeute, pendant notre absence. Le docteur Morrison, de l'église, propose des consultations. Je peux te donner son numéro. Il l'avait vraiment fait. Ils avaient réservé des vacances d'1 semaine à Maui. Mes parents, ma femme, et mon frère. Ma femme, qui avait avoué avoir des sentiments pour mon frère, et il s'attendait à ce que je le prenne bien. Pire encore, il s'attendait à ce que je suive une thérapie, pour mes problèmes de jalousie. Papa a appelé plus tard, pour essayer d'arranger les choses. Sa voix avait ce calme répété, qu'il utilisait avec les clients difficiles. Fiston, je sais que tu es contrarié. Mais essaie de voir la situation, sous un autre angle. Emma traverse une période difficile. Elle est perdue dans ses sentiments. Ta mère et moi. Nous serons là pour superviser. Nous veillerons à ce que rien d'inapproprié ne se produise. Nous ne les laisserons pas partager la même chambre, ni rien de tel. Pendant ce temps, tu peux profiter de cette période, pour travailler sur toi-même. Tu devrais peut-être consulter un thérapeute. Pour ces problèmes de confiance. Cela pourrait être bénéfique, pour vous deux. Des problèmes de confiance. Papa, elle a avoué, qu'elle avait des sentiments pour lui. Ce n'est pas un problème de confiance. C'est un problème de réalité. Et elle essaie de surmonter ses sentiments, dans un environnement sain, avec le soutien de la famille. Si tu l'aimes vraiment, Derek, tu lui laisseras cet espace.
Tu la laisseras comprendre ce qu'elle veut. C'est là qu'il a lâché la véritable bombe. En plus, nous avons déjà tout payé. Des arts non remboursables. Emma a vraiment hâte de faire ce voyage. Les appartements ont coûté 3500 $ chacun, pour la semaine. Ne gâche pas tout, simplement parce que tu n'arrives pas à gérer tes insécurités. Nous essayons de sauver ton mariage. J'ai posé la question, directement à mon père. Si maman te disait qu'elle avait des sentiments pour l'oncle Jerry, l'enverrais-tu en vacances avec lui, pour qu'elle fasse le point? C'est complètement différent, et tu le sais très bien. En quoi? L'oncle Jerry est marié. Qu'un est célibataire. Ça n'a rien à voir. Et puis, ta mère ne ferait jamais une chose pareille. Nous sommes mariés depuis 42 ans. Vous êtes un jeune couple, qui traverse une mauvaise passe. La gymnastique mentale atteignait un niveau olympique. Vraiment impressionnant. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau. Emma était dans la chambre d'amis, en train de faire ses valises pour Moï. Mes parents étaient probablement au téléphone avec Quin, à planifier des activités. Et quelque chose s'est brisé en moi. Pas de manière explosive, mais de façon froide et calculée. Comme de la glace, qui se répandait dans mes veines, gelant l'émotion, et ne laissant place qu'à la logique. Vous voyez, c'est ce qui arrive, quand on est conseiller financier. On apprend que l'argent, c'est le pouvoir. Le vrai pouvoir, celui qui façonne les vies, et les avenirs. J'avais passé 8 ans, à gérer les comptes de retraite de mon père. J'avais organisé, toute sa vie d'après-travail. J'avais bâti les fondations, sur lesquelles il comptait s'appuyer, pour vivre confortablement pendant les 20 ou 30 prochaines années. Sur chaque compte, j'étais désigné comme administrateur, avec plein pouvoir. Chaque virement automatique, passait par des systèmes que j'avais configurés. Chaque rééquilibrage, chaque retrait, chaque stratégie fiscale, tout était sous mon contrôle. J'avais ces mots de passe, ces questions de sécurité, ces codes d'authentification à double facteur. Je pouvais accéder à tout, depuis mon ordinateur portable. J'ai ouvert tous les comptes de mon père sur mon ordinateur, et j'ai regardé les chiffres, que j'avais travaillé si dur pour faire grimper. Le portefeuille que j'avais soigneusement conçu, et entretenu, 401K, 487 000 $. IRA traditionnel, 312 000 $. Roth IRA, 156 000 $. Compte de courtage 1, action de croissance, 178 000 $. Compte de courtage 2, revenu de dividendes, 94 000 $. Total, 227 000 $. La date de départ à la retraite de mon père était fixée dans 2 mois, au 1er juin. Son plan était parfaitement tracé, nous en avions discuté en détail. Vendre la maison, pour environ 580 000 $ net vendeur. Acheter un petit appartement à Tampa, pour environ 350 000 $ comptant. Vivre des retraits du portefeuille, en appliquant la règle des 4%, ainsi que de la sécurité sociale. Il se vantait auprès de tout le monde, à son bureau, que son fils, le génie de la finance, lui avait tout préparé. Il racontait comment il allait passer sa retraite, à jouer au golf et à pêcher. Ce portefeuille était censé générer environ 49 000 $ de revenus annuels, en appliquant des taux de retrait prudents. S'ajoutait à cela, la sécurité sociale, qui rapporterait environ 25 000 $ par an. En combinant ces revenus, avec la plus-value de la vente de la maison, et l'achat de l'appartement moins cher, il disposerait d'environ 230 000 $ en espèces, pour les urgences et les dépenses supplémentaires. Il vivrait confortablement. Pas de manière luxueuse, mais confortablement. Bien mieux que la plupart des retraités. Mais tout cela dépendait de la présence de cet argent sur ses comptes. Ces fameux comptes que je contrôlais. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai passé quelques appels à des amis avocats. Il s'est avéré qu'en tant qu'administrateur des comptes, je pouvais légalement y apporter des modifications. Je pouvais déplacer des fonds, fermer des comptes, changer les bénéficiaires, ou lancer des retraits. Tout était à mon nom, en tant qu'administrateur autorisé. Papa avait signé une procuration légale, spécifiquement pour ses comptes, me donnant plein pouvoir pour agir en son nom. Papa me faisait une confiance totale. Il ne vérifiait jamais ses relevés. Il savait simplement que son petit génie de la finance s'occupait de tout. Je lui envoyais des résumés trimestriels, qu'il classait sans les lire.
Le seul chiffre qui l'intéressait, c'était le solde total, et il ne le regardait, peut-être, que 2 fois par an. J'ai repensé à Emma, préparant ses valises pour Moïse, en train d'essayer, probablement, des maillots de bain. À Quin, achetant de nouvelles lunettes de soleil, et de la crème solaire respectueuse des coraux. À mes parents, réservant des croisières au coucher du soleil, pour que ma femme et mon frère règlent leurs problèmes, en m'excluant explicitement. J'ai repensé à mon père, qui m'affirmait que j'avais des problèmes de confiance. À ma mère, qui suggérait que j'avais besoin d'une thérapie, pour ma jalousie. Aux deux, qui avaient choisi de faire passer les sentiments de ma femme, et le confort de mon frère, avant le mariage de leur propre fils. J'ai pris ma décision. La famille est partie pour Moïse, un samedi matin. Leur vol était à 10 heures. Papa m'a appelé depuis l'aéroport, à 8h30. Une ultime tentative, pour me faire culpabiliser. Fiston, il n'est pas trop tard. On peut te prendre un billet. Southwest a sûrement encore des places. Viens, et montre-toi plus grand que ça. Montre à Emma, que tu es assez mature pour gérer la situation. Amuse-toi bien, papa. J'espère qu'il fera beau. Je sais que tu souffres, mais c'est pour le mieux. Emma m'a envoyé un message ce matin, pour me dire à quel point elle a hâte, et combien elle en a besoin. Ce sera très libérateur pour elle. Ta mère et moi. Nous veillerons à ce que tout se passe de façon appropriée. Nous ne laisserons rien se produire. Je suis sûr que ce sera génial, papa. Passez de merveilleuses vacances. J'ai raccroché. J'ai attendu que leur avion décolle. 6 heures de vol jusqu'à Moïse. Un laps de temps parfait. Je me suis connecté, à chacun des comptes de retraite de mon père. Mes mains étaient fermes. Pas de tremblement, pas d'hésitation. J'ai commencé par le plan 401K. C'était la plus grosse part, et c'était de l'argent avant impôt. J'ai lancé une liquidation, et une distribution totale. Pénalité fiscale de 10% pour retrait anticipé, avant l'âge de 59 ans et demi. L'impôt fédéral sur le revenu, encore 20 à 22%, selon la tranche d'imposition concernée. Les impôts de l'État, encore 5%. Sur les 487 000 $, papa n'enverrait peut-être que 307 000 $, après impôts et pénalités. Le reste, environ 180 000 $, s'évaporerait tout simplement. Ensuite, j'ai liquidé les comptes IRA. Tous les deux. Les mêmes pénalités, le même coût de massue fiscale. L'IRA traditionnel a perdu environ 35% au total, entre les impôts et les amendes. Le ROS s'en est un peu mieux sorti, car il avait déjà payé des impôts sur les cotisations. Mais il y avait toujours des pénalités, pour le retrait anticipé des plus-values, puisqu'il n'avait pas 59 ans et demi. Les comptes de courtage ont été plus simples. Pas de pénalité pour retrait anticipé, juste l'impôt normal sur les plus-values. J'ai tout liquidé. J'ai vendu chaque action, chaque obligation, chaque fonds commun de placement. Le marché était à la hausse, donc au moins, il ne perdrait pas d'argent sur ses positions. Mais la facture fiscale serait tout de même salée. Mais c'est là que j'ai fait preuve de créativité. Au lieu de laisser l'argent en espèces, là où il pourrait facilement y accéder, je l'ai déplacé. Voyez-vous, en finance, il existe ce qu'on appelle l'abattement fiscal sur les donations. Vous pouvez offrir à quelqu'un, jusqu'à 17 000 $ par an, sans aucune incidence fiscale. J'ai ouvert des comptes à mon nom, et j'ai commencé à transférer l'argent, par tranche de 17 000 $, depuis chacun de ces comptes vers les miens. Techniquement, il s'agissait de donations légales, de lui à moi. 6 comptes signifiaient que je pouvais légalement transférer 102 000 $ immédiatement, sous forme de donation. Pour les mouvements plus importants, j'ai utilisé mon autorité en tant qu'administrateur du compte, pour changer les bénéficiaires de chaque contrat, et les mettre à mon nom. Ensuite, j'ai lancé des retraits pour difficultés financières urgentes. C'est une démarche que j'avais explicitement l'autorisation d'effectuer, en vertu de la procuration qu'il avait signée. J'ai déclaré, comme motif de cette difficulté, une aide financière accordée à un membre de la famille, moi-même, pour des frais médicaux urgents, et pour prévenir la saisie d'un logement. Une démarche tout à fait légale, selon les termes de l'accord qu'il avait validé. J'avais même des emails de sa part, où il me disait « Fais ce que tu penses être le mieux, avec les comptes ». Il m'a fallu environ 4 heures, pour déplacer ou liquider systématiquement, les 1,2 million de $.
Je lui ai laissé environ 50 000 $ au total, répartis sur l'ensemble des comptes. Juste assez, pour ne pas déclencher d'alerte à la fraude immédiate, mais loin d'être suffisant pour prendre sa retraite. Les pénalités s'élevaient à elles seules, à environ 200 000 $. Les impôts représenteraient 180 000 $ de plus. Ce que j'ai transféré sur mes comptes, s'élevait à environ 420 000 $. Le reste, soit près de 427 000 $, c'est tout bonnement volatilisé. Évaporé en frais divers, en pénalités et en taxes. La retraite confortable de mon père venait de se transformer en un poste d'accueil au salaire minimum, dans un supermarché. J'ai tout documenté avec une minutie extrême. J'ai sauvegardé chaque confirmation de transaction, je me suis envoyé des copies cryptées par email, j'ai imprimé des versions papier, et je les ai rangées dans mon coffre-fort à la banque. Je me suis assuré que le moindre de mes mouvements était techniquement légal, selon l'accord d'administration des comptes et la procuration qu'il avait signée. Ensuite, j'ai attendu. Ils ont passé 3 jours à Moïse, avant que papa ne vérifie ses comptes. J'imagine qu'il voulait confirmer que les fonds étaient disponibles, pour l'acompte de l'appartement qu'il prévoyait d'acheter en Floride. Mon téléphone a explosé à 2 heures du matin, heure locale, soit 20 heures à Hawaï. 37 appels en absence, et ce n'était pas fini. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Salut, papa. Tu profites bien de Moïse? Comment est le temps? Mes comptes. Qu'est-ce que tu as fait à mes comptes? Il n'y a plus rien. Oh, j'ai fait quelques ajustements. J'ai pensé qu'il était temps de rééquilibrer les choses. D'optimiser la situation fiscale. Tu m'as toujours dit de faire ce que je pensais être le mieux. Il ne reste rien. Où est mon argent? Où est ma retraite? Eh bien, il y a eu des pénalités pour retrait anticipé. Des impôts sur le revenu liés aux distributions. Tu sais comment ça marche. Tu aurais dû attendre d'avoir 59 ans et demi, avant de retirer quoi que ce soit. C'est ce que je t'aurais conseillé, si tu me l'avais demandé. Je pouvais entendre maman crier, en arrière-plan. Richard, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? C'était ma retraite. C'était 40 ans d'économie. 40 ans de ma vie. Tu m'as volé. Oui, mais tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que Emma avait besoin d'espace. Que j'avais des problèmes de confiance. Je me suis dit, que si tu pouvais soutenir ma femme, pendant qu'elle fait le point sur ses sentiments avec mon frère, lors de vacances auxquelles je n'étais pas invité, alors? Je pouvais moi aussi prendre des décisions financières indépendantes. C'est illégal. C'est du vol. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te faire arrêter. J'appelle la police, tout de suite. En fait, c'est tout à fait légal. J'étais l'administrateur du compte, avec plein pouvoir. Tu as signé les papiers, me donnant un contrôle total. J'ai tous les documents notariés et tout le reste, y compris pour les opérations où j'ai transféré l'argent. Sur mes propres comptes. Il s'agissait de donations autorisées, dans le cadre de l'abattement annuel, et de retraits pour difficultés financières, que j'étais explicitement autorisé à effectuer. Tu veux signaler des dons, que tu m'as fait volontairement? C'est intéressant d'un point de vue fiscal. Tu pourrais devoir payer des impôts sur ces donations, en plus de tout le reste. Silence. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça, à ton propre père? Tu l'as choisi elle, plutôt que moi, papa. Tu l'as choisi lui, plutôt que moi. Tu as emmené ma femme en vacances avec mon frère, et tu m'as dit que j'étais le problème. Tu m'as dit que j'avais besoin d'une thérapie, pour des problèmes de confiance, alors que ma femme avait, littéralement, avoué avoir des sentiments pour un autre homme. Alors, je me suis choisi moi, plutôt que toi. Considère ça comme un héritage anticipé, ou peut-être, comme des honoraires de conseil, pour 8 ans de gestion financière. Tu détruis nos vies. Non, je protège la mienne. Tu as détruit mon mariage, papa. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences. Profitez bien du reste de votre séjour. N'oubliez pas la crème solaire. Il paraît que l'indice UV est très élevé à cette période de l'année. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué celui de maman. J'ai bloqué celui de Quin. J'ai bloqué celui d'Emma. Emma m'a appelé depuis un autre téléphone, 5 minutes plus tard. J'ai décroché,
juste pour entendre la panique dans sa voix. Derek, qu'est-ce que tu as fait? Ton père vient de faire une crise de panique. Il hyperventile. On va peut-être devoir appeler une ambulance. Comment se passe Moï? Vous passez beaucoup de bon temps en famille. Ce n'est pas drôle. Il parle de rentrer plus tôt. Ta mère est en train de pleurer. Ne me laissez pas gâcher ton processus de guérison. Profitez bien de cette croisière au coucher du soleil, toi et Cain, demain. J'ai entendu dire qu'ils servent de bons métais. Je n'ai jamais voulu ça. Tu deviens complètement fou. Tu détruis ta famille à cause de ta paranoïa. Vraiment? Ou est-ce que je donne juste à tout le monde l'espace qu'ils ont réclamé? Tu voulais t'éloigner de moi. Papa voulait que je prenne du recul sur mes problèmes de confiance. Maintenant, vous avez tous tout l'espace dont vous avez besoin. Des kilomètres et des kilomètres d'espace. La taille d'un océan tout entier. Nous allons divorcer, a-t-elle dit, la voix brisée. Dès mon retour, je dépose les papiers. Parfait. J'ai déjà pris rendez-vous pour une consultation lundi. Ils sont spécialisés dans les divorces très conflictuels. Fait amusant, lorsque tu commets un adultère, en particulier une liaison émotionnelle avec un membre de la famille, cela influence l'accord de divorce en ma faveur. Surtout, quand ton partenaire de liaison est mon frère, et que mes propres parents ont facilité les choses en vous emmenant en vacances ensemble. Ça constitue un dossier plutôt solide. Elle a raccroché. Je me suis versé un verre, du bourbon hors de prix que je gardais en réserve, et j'ai mieux dormi cette nuit-là, que je ne l'avais fait depuis des mois. Ils ont écourté leur séjour à Moï. Ils sont rentrés au bout de 5 jours, au lieu de 7. Apparemment, toutes les vacances ont été gâchées, car papa a complètement perdu les pédales, à cause de l'argent. D'après la tante Jennifer, la sœur de ma mère, qui déteste secrètement maman, et me tient au courant par pure méchanceté. Papa a passé les 2 derniers jours du voyage au téléphone, avec les banques et les institutions financières. Il essayait de récupérer l'argent, et de comprendre ce qui s'était passé. Les pénalités étaient réelles, les impôts étaient réels. Et les virements que j'avais effectués, étaient des dons légalement autorisés, en vertu des accords qu'il avait signés. Le stress a été tel, que papa a dû aller aux urgences, à Moï. Rien de grave, juste une crise de panique. Mais l'assurance lui a tout de même facturé 2400 $, pour un électrocardiogramme et quelques examens. Pour couronner le tout, dès leur retour, il a engagé un avocat. L'avocat a tout examiné, et a répondu en substance, votre fils était l'administrateur autorisé des comptes, avec une procuration légale. Tout ce qu'il a fait, entrait dans le cadre de cette autorité. Les demandes de distribution étaient techniquement des retraits légitimes. Pour difficultés financières. Les virements sont documentés comme étant des donations. À moins de pouvoir prouver une fraude, une coercition, ou qu'il a imité votre signature, il n'y a pas matière à poursuite. Et d'après ce que vous me dites, vous avez volontairement signé tous ces documents. Il y a 8 ans. Papa a essayé de prétendre que j'avais falsifié sa signature sur les documents d'administrateur de compte, mais nous savions tous les deux que c'était faux. Il avait signé ces documents devant un notaire, à la banque, il y a 8 ans. Il l'avait fait parce qu'il était fier que son fils, ce petit prodige de la finance, prenne en main sa retraite. La banque avait des copies de tout, y compris de son permis de conduire et de son empreinte digitale. L'achat de l'appartement en Floride a capoté immédiatement. Papa n'avait plus l'argent pour la compte. Les vendeurs étaient furieux, car ils avaient déjà déménagé et vivaient dans un logement temporaire. Il a perdu son dépôt de garantie, soit 5000 $ envolés. La maison qu'il prévoyait de vendre est devenue leur seul actif majeur. Et avec la conjoncture actuelle du marché, ils ne pourraient pas en tirer le prix espéré. De plus, ils avaient encore un petit prêt hypothécaire en cours, avec environ 60 000 $ restants. S'ils vendaient pour 580 000 $ net, après avoir payé les frais de clôture et remboursé le prêt, il leur resterait peut-être 500 000 $. Cet argent devrait leur suffire pour le reste de leurs jours. La date de la retraite de papa est arrivée, puis est passée. Il a essayé de la repousser, mais l'entreprise avait déjà embauché son remplaçant. Un type 15 ans plus jeune, qu'il payait 20 000 $ de moins. Il y a eu une transition délicate de 2 semaines, au cours de laquelle, papa a formé le nouveau
sur tous ses comptes. Sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas vraiment partir, il a regardé son remplaçant s'installer dans son bureau. Il a fini par prendre un emploi chez Home Depot. À 64 ans, mon père, qui avait travaillé dans les assurances pendant 4 décennies, portait désormais un tablier orange et aidait les gens à trouver les bonnes vis dans le rayon 7. Il portait des cartons lourds pour les clients et travaillait 32 heures par semaine, pour $16 de l'heure. Maman a également trouvé un emploi à temps partiel, chez Target, au rayon vêtements. À eux deux, ils gagnaient environ $45 000 par an. En ajoutant la sécurité sociale, quand papa aurait enfin 65 ans, il devait attendre encore un an, ils atteindraient peut-être $68 000 par an. De quoi s'en sortir tout juste, mais on était très loin de la retraite confortable qu'ils avaient prévue. Pas d'appartement en Floride, pas de golf 3 fois par semaine, pas de bateau de pêche. Juste du travail, et l'angoisse des factures à payer. Emma a demandé le divorce, tout comme elle l'avait promis. Je ne m'y suis pas opposé. J'ai simplement remis à mon avocat toute la documentation concernant sa liaison avec Quint. Des SMS que j'avais récupérés à partir de nos relevés téléphoniques. Des emails que j'avais trouvés sur notre ordinateur partagé. Des photos du voyage à Maui, où quelqu'un l'avait identifié sur Facebook. Ils avaient l'air beaucoup trop intimes, devant une cascade. Des témoignages de voisins, qui avaient vu la voiture de Quint chez nous, en mon absence. Ma voisine, une institutrice à la retraite, qui était chez elle toute la journée, avait même pris des notes. J'ai trouvé ça bizarre, a-t-elle expliqué à mon avocat. Je voyais cette BMW rouge là-bas, 3 ou 4 fois par semaine. Toujours l'après-midi, quand la voiture de Derek n'était pas dans l'allée. Parfois, il est resté pendant des heures. En Caroline du Nord, l'adultère a une incidence sur le partage des biens. L'avocat d'Emma a tenté d'argumenter qu'il ne s'était rien passé sur le plan physique. Que ce n'était qu'une connexion émotionnelle, et que je me montrais vindicatif. Mais la liaison émotionnelle était suffisante. Surtout, si l'on ajoute le fait que ma propre famille l'avait facilité, en m'excluant du voyage. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, qui n'a pas du tout été impressionnée par les excuses d'Emma. Vous êtes parti en vacances pendant une semaine, avec le frère de votre mari, alors que votre mari n'était pas invité, et après avoir admis avoir des sentiments amoureux pour le dit frère. Et vous essayez maintenant de soutenir que tout cela était innocent. Nous avons partagé la maison à 60/40e, en ma faveur. Elle a obtenu sa voiture, et ses effets personnels. Moi, j'ai conservé mes comptes de retraite, ironiques, compte tenu de ce que je venais de faire à ceux de mon père, les meubles de valeur, les œuvres d'art, et la collection de vins. Le juge est resté totalement de marbre, face à ses demandes de pension alimentaire, sachant qu'elle avait entretenu une liaison avec mon frère. Quint et Emma ont même essayé de sortir ensemble, une fois le divorce prononcé. Je l'ai appris grâce au réseau d'espionnage de la tante Jennifer. Ça a duré environ 3 mois, avant d'imploser de façon spectaculaire. Il s'avère que lorsqu'on bâtit une relation sur des secrets et des drames, cela ne fonctionne pas si bien dans la vraie vie. Toute l'excitation de l'interdit s'était envolée. Maintenant, il n'était plus que 2 personnes qui avaient détruit leurs familles respectives pour une relation qu'aucun d'eux ne désirait vraiment. Selon les sources de la tante Jennifer, elle a des amis partout, je vous le jure, Quint s'est lassé du besoin d'attention constant d'Emma, de ses textos interminables, de sa recherche d'approbation, et de ses drames émotionnels. Emma s'est lassée de l'immaturité de Quint, de son incapacité à s'engager dans quoi que ce soit, de son irresponsabilité financière, et de son numéro de Peter Pan. Ils ont eu une énorme dispute, dans un restaurant. C'était tellement bruyant, que d'autres clients se sont plaints, et le gérant a dû leur demander de partir. Emma a jeté son verre, au visage de Quint. Quint l'a traitée de folle. Elle a dit que c'était un enfant. Il a répondu qu'elle était épuisante. Toute la scène a été un vrai spectacle. Apparemment, Emma est retournée vivre chez ses parents, à Columbus, dans l'Ohio. Aux dernières nouvelles, données par un ami commun, elle travaille, gagne $47 000 par an, et vit dans le sous-sol de ses parents. Elle a 36 ans, elle est divorcée. Elle vit chez ses parents, et partage une salle de bain avec son neveu adolescent, qui habite là, pendant que ses parents sont déployés à l'étranger. Le secteur de vente pharmaceutique de Quint a été restructuré 6 mois après le voyage à Maui. Une nouvelle direction est arrivée, et ils n'ont pas apprécié son style. Ce qui,
dans le jargon de l'entreprise, signifie « nous avons regardé les chiffres, et vous ne vendez, en réalité, absolument rien ». Il vend maintenant des fournitures médicales, aux maisons de retraite et aux résidences pour personnes âgées. Il gagne environ la moitié de ce qu'il touchait auparavant. Peut-être 55 000 $ au lieu de 95 000 $. Il conduit toujours cette BMW en location, qu'il ne peut pas vraiment se permettre, mais il a dû déménager dans un appartement plus petit. Fini le bel appartement en centre-ville, avec une jolie vue. La famille s'est complètement déchirée. On ne peut pas avoir un scandale de cette ampleur, sans que les gens ne prennent parti. La tante Jennifer et ses enfants ont pris mon parti. De toute façon, ils n'avaient jamais apprécié la façon dont mes parents favorisaient Quint. J'ai dit à Suzanne, il y a 20 ans, qu'elle était en train de créer un monstre, a déclaré Jennifer à Thanksgiving. Certaines personnes doivent apprendre à leurs dépens que traiter ses enfants différemment entraîne de lourdes conséquences. L'oncle Tom, le frère de papa, a trouvé que ce que j'avais fait était dur, mais tout à fait juste. Il a dit que papa avait fait son lit, et qu'il devait maintenant se coucher. L'oncle Tom n'a jamais aimé la façon dont papa couvrait toujours Quint. Ton frère a encouragé ce comportement, depuis le jour de sa naissance, m'a-t-il dit un soir, autour d'une bière. Peut-être que cela leur donnera enfin une leçon, à tous les deux. Grand-mère Betty, la mère de papa, a littéralement déclaré, Richard a toujours trop gâté ce garçon. Il l'a traité, comme s'il ne pouvait rien faire de mal, alors que Derek devait se battre, pour obtenir la moindre once de reconnaissance. Peut-être que cela va lui apprendre une chose ou deux. Sur le favoritisme. Elle a 87 ans, et n'a aucune patience pour les bêtises. Mais le côté de la famille de ma mère, a complètement coupé les ponts avec moi. J'ai reçu un charmant email de l'oncle David, expliquant à quel point j'avais été cruel, et vindicatif, de ruiner la retraite de mes parents. Il disait que la famille devait savoir pardonner et oublier, et que j'avais franchi une ligne rouge. J'ai répondu par une chronologie détaillée des événements. 15 mars, j'ai trouvé ma femme et mon frère ensemble. 16 mars, mes parents m'ont dit que je réagissais de façon excessive. Du 17 au 30 mars, mes parents ont planifié des vacances, m'excluant du voyage, mais y incluant ma femme et mon frère. 1er avril, mes parents, ma femme et mon frère, sont partis pour Maui. 4 avril, j'ai exercé mes droits légaux, sur les comptes que je gérais. Je lui ai demandé, à quel moment exact, j'étais censé accepter, que mes parents emmènent ma femme en vacances avec mon frère. Il n'a jamais répondu.